Hi guys, moi c'est Fatou Daniel, c'est la première fois que tu passes par là. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, on aborde pas mal de thématiques qui touchent le quotidien, quel qu'en soit le pays ou le continent. Donc si c'est quelque chose qui sonne comme un truc intéressant pour toi, tu n'hésites pas à t'abonner, à activer la cloche notification et surtout à mettre un like. Mettez un like et des cœurs en commentaire, c'est très important pour l'algorithme. À la fin du message, si tu estimes que le message t'a édifié, tu n'hésites pas également à le partager à une personne qui a besoin de l'entendre pour que cette personne puisse être également à son tour édifiée. Alors aujourd'hui, on a un nouveau podcast et sur ce nouveau podcast, on va parler des signes qui caractérisent les pauvres. Comme premier point, on va élaborer le fait que les pauvres mangent n'importe quoi car ils n'ont pas conscience que leur santé passe par leur assiette. Essayez un peu de faire le constat, d'accord? Quel qu'en soit le milieu où vous vous trouvez. Remarquez bien que les pauvres n'ont aucun choix alimentaire. Quel qu'en soit ce qu'on les présente dans leur assiette, ils mangent. Quel qu'en soit ce qu'on les présente sur la table à boire, ils boivent, sans pour autant faire des choix. Dès qu'il y a une occasion de mangement, de boivement, ils mangent, ils boivent, c'est-à-dire qu'ils se gavent de nourriture sans pour autant réfléchir, sans pour autant faire des choix et dire non, ça, pour mon âge, je ne peux pas consommer ça. Non, mais concernant les boissons, déjà consommer une certaine quantité, je m'arrête. C'est-à-dire que, en fait, ils consomment, mais à outrance. Ils consomment à outrance, sans pour autant s'inquiéter de quoi que ce soit. Et ils ne se rendent pas compte qu'en se comportant ainsi, ils sont en train de se mettre à mal, en fait. Ils mettent à mal leur santé. Parce que, déjà, à l'instant T, ils ne voient pas les conséquences que cela peut engendrer sur leur santé. Mais sur le long terme, à force de continuer à consommer des aliments ainsi, à boire des boissons ainsi, d'accord, quel qu'en soit le type de boisson, et plus particulièrement ici des boissons alcoolisées, à manger et à boire à outrance comme ils le font, manger tout et n'importe quoi, boire tout et n'importe quoi, avec le temps, sur le long terme, ça va commencer à avoir des répercussions sur leur santé. Ça aura des répercussions sur leur santé, leur manière de manger. OK? Mais visiblement, vu leur comportement, on comprend clairement qu'à l'instant T, ils s'en foutent, ça ne les dit absolument rien. On va prendre un autre cas de figure. Deux individus. Le pauvre, par exemple, d'accord? Il va faire les courses. Le pauvre va s'attarder ou s'intéresser beaucoup plus aux produits ou aux aliments, aux aliments qui ont des prix les plus bas sur le marché. A contrario, le riche, lui, quand il va faire ses courses, il achète des aliments les plus chers en se rassurant que ces aliments sont de bonne qualité. Parce qu'en général, lorsqu'on arrive sur un marché, vous avez deux produits, il s'agit du même produit. On va prendre par exemple du lait demi-écrémé, d'accord? Vous voyez une bouteille de lait demi-écrémé qui coûte par exemple, on va dire, je prends un exemple bête, on va dire peut-être 15 euros, et une autre bouteille de lait demi-écrémé qui coûte par exemple, on va dire 7 euros. Le pauvre aura tendance à se diriger vers la bouteille de lait demi-écrémé qui coûte 7 euros. Par contre, le riche, lui, il va prendre la bouteille de 15 euros. Non pas parce qu'il est riche, parce que lui, en fait, le riche, lui, il recherche la qualité dans ce qu'il mange. Parce qu'il reste conscient que ces aliments-là vont déterminer sa santé. Que ces aliments-là déterminent son état de santé sur le long terme. Sur le court ou le long terme. Mais le pauvre, lui, c'est pas nécessairement des choses sur lesquelles il s'attarde, en fait. Et là, c'est une très, très, très grande erreur. Ça ne sert à rien, d'accord? Ça ne sert absolument à rien de manger moins cher parce que justement ça coûte moins cher pour essayer de faire des économies aujourd'hui, mais demain, après-demain, se retrouver avec des maladies, comment dirais-je, peut-être même incurables, d'accord? Des cancers, des maladies bref, quel qu'en soit le type de maladie, mais à long terme se retrouver avec une maladie qui va vous demander énormément de dépenses. Vous allez vous retrouver dans des hôpitaux à dépenser énormément d'argent pour pouvoir acquérir la santé. Entre-temps, si quelques années en arrière, vous avez investi sur ce que vous mangez, vous avez investi sur vos aliments de bonne qualité, je pense que ça serait... En fait, c'est un investissement qui en vaut vraiment la peine parce que sur le long terme, vous n'aurez pas besoin de dépenser des sommes astronomiques dans des hôpitaux, dans des pharmacies pour pouvoir vous soigner parce que vous aurez eu une maladie, voilà, qui est liée à votre mauvaise alimentation il fut un temps. D'où la nécessité ici, pour nous, pour vous, pour moi, pour nous tous, d'accord, de prendre conscience que notre santé passe par notre assiette. Donc, il est inéluctable pour chaque être humain
de pouvoir consommer des aliments sains. Et la plupart des temps sur le marché, on sait pertinemment bien que les aliments de très bonne qualité ont souvent des prix assez chers. Donc, n'hésitons pas à investir sur ce que nous mangeons, car notre santé future en dépend. Voilà le premier point. Ensuite, comme deuxième point, les pauvres s'adonnent de façon excessive aux boissons alcoolisées. Ça rejoint légèrement, du moins c'est une extension, on va dire, c'est une extension du premier point. Remarquez un peu la manière dont les pauvres consomment des boissons alcoolisées. Vous allez voir, c'est très difficile, hein. C'est quand même assez difficile. Ça peut arriver par accident, une fois ou deux fois dans l'année, bref. Mais c'est toujours les pauvres. C'est-à-dire que eux, ils sont abonnés, ils ont l'abonnement aux boissons alcoolisées. Un pauvre ne peut pas te faire un jour sans prendre une ou deux bières. C'est pas possible. Il arrive, il commence avec une ou deux bières, après il termine le casier. C'est lui qui rentre bourré chez lui, chiffon comme une épave. Ils ont, mais non, mais c'est pas croyable en fait. Ils ont une façon de boire, mais de façon excessive. Vous avez déjà entendu une fois une histoire comme quoi, par exemple, Aliko Dangote, on l'a ramassé quelque part dans un caniveau, il est allé à une soirée, il a bu, il est complètement ivre. Vous avez déjà entendu un truc comme ça? Ou Jeff Bezos, par exemple, ou que sais-je, Mark Zuckerberg, par exemple. Vous avez déjà entendu un truc comme ça? Non. Ils s'amusent de temps à autre, mais c'est de façon réglementée. Ils prêtent attention à leur façon de consommer les boissons alcoolisées. Il y a déjà un aspect que plusieurs ignorent, ou plutôt devrais-je dire qu'ils finissent d'ignorer, c'est qu'en fait, les alcools consommés de façon excessive abrutissent. Les alcools, les boissons alcoolisées, là, ça abrutit l'être humain. Si ça fait déjà 10-15 ans que tu consommes les boissons alcoolisées, tu vas te dire, non, je suis toujours la même personne. Non. Il est fort probable qu'aujourd'hui, ça fait 10 à 15 ans que tu consommes les boissons alcoolisées, il est fort probable qu'aujourd'hui, tu sois plus abruti qu'autrefois, qu'il y a 5 ans en arrière, qu'il y a 10 ans en arrière. Voilà pourquoi vous allez remarquer à certaines personnes dans leur hygiène alimentaire ne consomment même pas de boissons alcoolisées. En fait, ils n'en consomment pas. Un accident peut arriver lors d'une soirée, un demi-verre de champagne, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans les limites en fait. Ils sont vraiment dans les limites. Mais il y a d'autres qui n'en consomment même pas. Non pas parce qu'ils veulent jouer au sein ou qu'ils ont quoi que ce soit à prouver à qui que ce soit, mais ils n'en consomment pas parce qu'ils restent conscients que les boissons alcoolisées abrutissent. Il y a des personnes qui sont très accomplies financièrement, des personnes qui se battent au quotidien, des personnes qui se battent au quotidien pour avoir une réussite financière exponentielle, d'accord? Ces personnes-là consomment très peu de boissons alcoolisées, très peu, voire même pas, parce qu'ils restent conscients que s'ils veulent avoir toute leur tête, toutes leurs facultés en place pour pouvoir créer, générer de la richesse, ils ont besoin d'être lucides. Et c'est pas en consommant des boissons alcoolisées qu'ils vont garder leur lucidité, clairement pas. Raison pour laquelle certaines personnes extrêmement riches consomment très peu, voire carrément pas d'alcool. Donc, vous allez remarquer, voilà, cette différence qu'il y a entre les riches et les pauvres. Les pauvres boivent, mais ils boivent à outrance, sans aucune limite. Ils boivent à outrance. Ça, c'est un facteur clé que vous allez rencontrer chez les pauvres. Ensuite, on va passer au troisième point qui caractérise les pauvres. Les pauvres dorment beaucoup. C'est lorsque le réveil sonne le matin qu'ils prolongent même encore leur sommeil. Ah oui. Vous allez remarquer que les pauvres dorment excessivement. Ils dorment beaucoup, ils sont tout le temps dans le sommeil. Même s'il doit travailler le matin, c'est-à-dire qu'il a signé un contrat quelque part, il a un CDD ou un CDI, bref, que sais-je. En tout cas, il travaille quelque part pour une compagnie. Mais dès que le matin arrive, que le réveil sonne, il arrête le sommeil, il prolonge encore davantage le sommeil. C'est-à-dire que c'est là où sa journée même commence, sa journée de sommeil commence même encore, en fait. Les pauvres dorment énormément. Entre-temps, à contrario, les riches, eux, ils dorment très peu. Parce qu'ils investissent beaucoup de leur temps pour pouvoir générer de la richesse, en fait, pour pouvoir créer leur business, pour pouvoir stabiliser leur business. Ils travaillent énormément. Et lorsque le matin arrive et que le réveil sonne, c'est-à-dire qu'il est pressé même de se réveiller le matin parce qu'il sait qu'il a des nouveaux challenges qui l'attendent. Il sait qu'il a des nouveaux défis qui l'attendent. Il sait qu'il y a une nouvelle journée qui l'attend. Il sait que c'est une journée qui va commencer, qu'il doit mettre en œuvre pour pouvoir se battre, pour faire un pas de plus en avant pour la stabilisation de ses business, pour l'accroissement de ses revenus financiers. Est-ce que vous voyez un tout petit peu?
Donc, les pauvres, avec le sommeil, bah alors là, laisse tomber. Hein. Les femmes comme les hommes, tous n'en parlant même plus. N'en parlant même plus. Les femmes, mais des grandes dormeuses. Des grandes dormeuses. Des grandes dormeuses. Honnêtement, nous tous, on aime le sommeil. Il ne faut pas qu'on se mente, d'accord? Nous tous, on aime dormir. Mais en toute âme et conscience, t'es une femme, t'es un homme. Tu es conscient qu'en fait, tu travailles pour ton business, tu travailles pour toi. Tu travailles pour que, comment dirais-je, pour que tu puisses avancer. Tu travailles pour que tu puisses te développer, d'accord? Même si tu es fatigué, comment? Tu te lèves, mais tu as la niaque de te réveiller en te disant, je me lève, mais je sais qu'aujourd'hui sera un jour meilleur. Je me lève, mais je sais qu'aujourd'hui, les défis que j'aurai à relever, je vais me battre pour pouvoir relever ces défis-là. Je suis sur un travail, en train de travailler là-dessus. Hier, j'ai pas pu trouver la solution. Aujourd'hui, je vais me battre pour pouvoir trouver la solution à ce problème-là qui m'empêche d'évoluer dans mes affaires, dans mes finances. Est-ce que vous voyez un tout petit peu le truc? Est-ce que vous voyez un tout petit peu la nuance? Mais les pauvres, non, ils n'ont aucun challenge, ils n'ont aucun problème. Ils se réveillent le matin, ils traînent les pas, ils vont en douche, ils traînent les pas. Il prend son petit déjeuner, il traîne les pas, après il prend son véhicule, il démarre sa voiture, il s'en va au travail. Même quand il arrive au travail, il travaille de façon nonchalante. Il n'est même pas encore l'heure de la pause. Le monsieur dans son bureau, il ne reçoit plus. Il est gentiment assis à l'intérieur, il est sur son ordinateur en train de jouer à Candy Crush ou à Zuma. Ou encore autre chose, il est en train de se distraire, ou bien elle est en train de se distraire, en train de regarder des vidéos sur TikTok, alors que normalement, l'heure de la pause n'est pas encore arrivée. Peut-être que la pause commence à midi pile, elle prend sa pause à 11h45, parce qu'elle est fatiguée. Elle part en pause, le travail reprend peut-être à 13h pile ou à 13h30, bon, on va dire 13h30, jusqu'à 13h45, la belle dame ou le bon monsieur n'est même pas encore au bureau, ça traîne les pas. Le travail est censé terminer, on va dire, 17h pile. Mais non, la belle dame, elle, à 16h15, elle est déjà en train de plier ses affaires. Elle dit qu'elle ne reçoit plus. 16h15, elle ne reçoit plus. Elle plie ses affaires. Elle s'apprête pour elle à rentrer chez elle, à aller vaquer à ses occupations personnelles. Est-ce que vous voyez un peu la différence de comportement? Est-ce que vous voyez un peu la différence de comportement? Une personne qui est riche, en fait, la richesse ne se mesure pas nécessairement par... La richesse ne se mesure pas nécessairement par les biens financiers qu'un individu puisse avoir. La richesse, c'est d'abord à l'intérieur, le comportement. Il y a des personnes qui sont en entreprise, mais qui sont très dynamiques, très travailleuses. C'est-à-dire que tu regardes ces personnes, toi-même, tu sens que ces personnes ont un tel potentiel, à un point où tu te dis que ces personnes-là, si un jour elles quittent la boîte pour se lancer à son propre compte, ça va être une bombe. Ça va être une bombe. Parce que non, mais la personne travaille, tu regardes, tu sens le potentiel de la personne. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Et vous et moi, on a forcément déjà croisé quelqu'un comme ça dans nos lieux de travail. Donc, c'est une façon de vous dire que les pauvres, avec le sommeil, franchement, c'est le poisson et de l'eau. C'est vraiment le poisson et de l'eau. Ensuite, les pauvres, là, ça va être le quantième des points. Attendez que je regarde mes notes. C'est le 4e point. D'accord, le 4e point. Ok. Les pauvres n'ont aucune épargne. Vous allez remarquer bien. Les pauvres n'ont aucune épargne. Ils vivent le jour. Combien même ils sont salariés, ils travaillent quelque part pour une boîte, ils ont un salaire chaque fin du mois. Mais c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune épargne. Ils vivent le jour. C'est-à-dire que même un coup dur peut les frapper là. Ils se retrouvent complètement dénudés, dépourvus de tout moyen financier, obligés de gratter la tête à gauche et à droite, appeler les parents à gauche et à droite, les amis pour faire des prêts et tout le reste. Bref, les pauvres vivent comme ça. Les pauvres vivent comme ça. Aucune épargne. Ils ne pensent pas à leur lendemain. Dès que le salaire tombe la fin du mois, on a réglé toutes les charges nécessaires, le surplus, on a fait les courses, on a réglé le loyer, les factures, voilà. Il a fait l'essentiel. Maintenant, le reste, là, il dépense ça dans ses bars, il boit son vin, il invite ses petites à gauche et à droite, et puis voilà. La vie continue. Sans pour autant avoir l'intelligence financière de mettre une certaine somme de côté dans son salaire, chaque fin du mois pour lui servir d'épargne au cas où il y a une situation ou un coup dur de la vie qui le frappe. Aucune intelligence financière, les pauvres, je dis bien aucune. A contrario, un riche aura toujours et toujours ce qu'on appelle un fonds de sécurité. Un riche aura toujours et toujours un fonds de sécurité. Parce que le riche, il est conscient
que la vie, elle est aléatoire. La vie est pleine de surprises. La vie peut nous réserver des surprises qu'on n'imagine même pas en fait. Le riche, lui, il se dit dans sa tête que, mais si un jour j'ai une situation dramatique qui se passe, à supposer par exemple que, je ne sais pas, on détecte une maladie très grave chez un de mes enfants, ou chez mon épouse, ou par exemple ma mère qui est déjà quand même à un âge assez avancé, un de mes parents, elle est déjà à un âge assez avancé, donc du coup, elle part à l'hôpital, on détecte une maladie assez particulière qui demande des soins de santé assez particuliers, d'où même la nécessité de, comment est-ce qu'on appelle ça, de faire un transfert médical en fait, c'est-à-dire envoyer dans un autre pays pour aller suivre des soins médicaux appropriés, parce que dans le pays dans lequel vous vous trouvez, il n'y a pas de soins. En fait, la médecine n'est pas suffisamment évoluée pour pouvoir traiter le cas, par exemple, de votre maman. Et ça demande beaucoup d'argent. Vous faites comment? Entre-temps, ça fait 15 ans que vous êtes salarié. Ça fait 20 ans que vous êtes salarié dans la boîte là. Et vous n'avez aucune épargne. Vous n'aviez aucune épargne. En ces 15 ans, en ces 10 ans, en ces 20 ans, si vous aviez eu ce qu'on appelle un fonds de sécurité, je vous assure que cet argent devait servir. Aujourd'hui, vous ne devez pas vous retrouver dos au mur face à la situation, en train d'appeler toute la famille, en train de chercher l'argent de gauche et de droite. Vous n'auriez même pas besoin de ça. Vous auriez vous-même réglé le problème parce que vous aurez quelque chose que vous auriez mis de côté. Vous aurez une épargne de côté pour vous permettre de rebondir lorsque les coups difficiles de la vie interviennent. Lorsque des coups difficiles de la vie vous surprennent. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Est-ce que vous voyez un peu la différence comportementale, la différence de mindset qu'il y a entre les pauvres et les riches? Est-ce que vous voyez un tout petit peu? Ensuite, on va parler d'un autre point qui caractérise les pauvres, notamment le 5e point. Donc, les pauvres tiennent toujours pour responsables les autres de leur échec. Vous avez remarqué les pauvres, tout le temps en train de déposer leur échec sur la tête des autres. Oh non, voilà, si je ne trouve pas du boulot depuis que j'ai fini mes études, c'est parce que l'État ne me donne pas du travail. Si je ne suis pas mariée jusqu'alors, c'est parce que justement toutes les femmes sont des sorcières. Si jusqu'alors je n'arrive pas à pouvoir épargner, c'est à cause de mes enfants, ils me demandent trop de dépenses. Je paye la scolarité, ils sont malades, je les soigne. Je dois les vêtir, c'est trop de dépenses, je n'arrive même pas à épargner à cause d'eux. C'est-à-dire que les pauvres ont toujours quelqu'un qui vont tenir pour responsable de leur échec. Manque de responsabilité. J'en avais fait une vidéo là-dessus, là où je parle de la responsabilité. Manque de responsabilité. C'est-à-dire que toi, jamais un jour, tu vas te pointer du doigt à toi-même en fait. Tu vas toujours chercher à pointer du doigt à quelqu'un. Tu cherches toujours à pointer du doigt à quelqu'un. Mais les gens finissent d'ignorer ou ignorent complètement que lorsqu'il y a un doigt qui est pointé sur l'autre, il y en a 5 qui est tourné vers toi en fait. Il y a 5 doigts qui est tourné vers toi. Donc, c'est une façon de te faire comprendre que à 99,99%, tu es responsable de ton échec. Tu es responsable de ton échec parce que c'est toi seul qui as la décision ultime sur ce que tu dois faire de ta vie. Sur des domaines clés de ta vie, c'est toi qui as les décisions ultimes. Donc, à 99,99%, tu es responsable de ton échec. Donc, arrête de tout le temps, à chaque fois, vouloir accuser X, accuser Y pour quelque chose que tu aurais pu faire et qui n'a pas marché pour toi, en fait. Ça, c'est un comportement atypique des pauvres. Mais le riche, à contrario, un riche, quand il n'a pas réussi à faire quelque chose, tu vas l'écouter, il va dire, bon, là, c'est entièrement de ma faute parce que, voilà, j'ai échoué à ce domaine parce que, voilà, je n'ai sûrement pas eu la formation adéquate qu'il faut ou bien je ne me suis sûrement pas suffisamment appliquée ou il y a sûrement un détail qui m'a échappé, en fait. Et je pense que là, je vais davantage me former pour pouvoir réussir la prochaine fois que je vais me lancer dans tel domaine. Vous allez écouter, les riches, c'est comme ça qu'ils parlent. Les riches, c'est comme ça qu'ils parlent. Ils vont toujours eux-mêmes se tenir pour responsables de quelque chose qui n'a pas marché dans leur vie. Toujours. Jamais il va pointer le doigt sur quelqu'un. Oh, c'est l'État. Oh, c'est à cause de mes enfants, c'est à cause de ma femme. Oh, c'est à cause de la société. Oh, c'est à cause de mon patron. Depuis là, aucune augmentation salariale. Je suis là, toujours le même salaire. Je vais épargner comment? C'est-à-dire que toi, tu as toujours quelqu'un à accuser, quoi. Tu as toujours quelqu'un à accuser. Jamais c'est toi, c'est toujours les autres. Comportement de pauvre. Bref, anyways, on continue. Donc, on va aborder un autre point qui caractérise les pauvres.
Et là, je sens que c'est un point qui va faire mal. C'est un point qui va faire mal. Mais bref, anyway, vous savez que sur cette chaîne, on parle de tout. On aborde tous les sujets du quotidien sans tabou. Et la personne qui estime que les sujets de la chaîne ne l'intéressent pas peut tout simplement aller sur une autre chaîne. Bref, le 6e point. Les pauvres font toujours beaucoup d'enfants sans se soucier de comment ils feront pour assurer l'éducation de ces derniers. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous allez croiser une femme. Là, je prends le cas des femmes, mais après, on va parler des hommes. On commence d'abord par les femmes. Vous allez croiser une femme. Elle ne travaille pas. Elle n'a aucune situation financière stable. Mais c'est elle qui a 5 gosses. 5 gosses. Et après, on voit ce genre de personnes sur les réseaux sociaux, dans les médias, en train de demander l'aide de l'État, l'aide de la société, du contribuable. Donc, comme vous me voyez là, c'est compliqué. J'ai 5 enfants, je n'ai aucune source aucune source financière. Je ne sais pas comment faire pour les nourrir. Si vous pouvez m'aider, si l'État peut m'aider à m'occuper de ces enfants, parce que là c'est compliqué. Je ne sais même pas comment faire. Je vis dans des conditions de précarité extrême et tout le reste. Bref, nous tous, au moins une fois dans nos vies, on a déjà écouté en fait, on a déjà vu ce genre de publication là, que ce soit à la télévision, dans les médias ou voilà sur les réseaux sociaux. On a déjà vu ce genre d'appel, on va dire appel à candidature d'aide. On a forcément déjà vu un truc de ce genre. Mais attends, à un moment donné, de vous à moi, il faudrait qu'on se pose des bonnes questions. Avant de venir te mettre là sur les réseaux sociaux ou dans les médias, la télévision, pour venir parler, pour venir appeler à l'aide à quelqu'un, à X ou à Y, avant d'appeler toutes ces aides-là, toi-même déjà, tu savais déjà que tes conditions financières n'étaient pas suffisamment, n'étaient pas suffisamment importantes. Tu as fait un enfant. On va dire, ok, d'accord. Le monsieur, il t'a pas épousé, rien ne s'est passé. Dans tout ça, tu sens que les conditions de vie sont encore compliquées. Vous vivez dans une précarité extrême. Toi qui ajoutes encore le deuxième, jusqu'à 5. Tu t'attendais à quoi? Tu pensais que c'était en ajoutant le 5e gosse que ces conditions financières allaient s'arranger? Même le premier enfant, même quand il est arrivé au monde, même pour l'acheter du lait, c'était compliqué. Des chaussures, c'était compliqué. Pour vêtir l'enfant, c'était compliqué. L'enfant était souvent malade. C'est souvent tes sœurs que tu appelais, bien ta mère, pour acheter un médicament à l'enfant parce que le monsieur, l'homme en question, le père de l'enfant, ton soi-disant petit copain, pour qu'il s'en occupe, pour qu'il prenne ses responsabilités en tant que père, c'était compliqué. Donc toi, tu as eu le temps de voir tout ça. Mais malgré ça, tu es resté dans ce faible foyer, cette faible relation, au lieu de rester tranquille, de prendre de toi en tant que femme, prendre tes prédispositions pour ne pas tomber enceinte de ce monsieur davantage, pour ne pas davantage faire des enfants. Non, tu es resté là, corps et bras ouverts, mais ballants, sans aucune protection, d'accord? Il t'a enceinté jusqu'à, voilà la situation aujourd'hui, le monsieur n'arrive à rien faire et peut-être chantant, le gars s'est barré, il a disparu, un bon jour, il a disparu sans laisser de traces. Et voilà, tu te retrouves avec tout ça dans les bras. Tu te retrouves avec tous ces enfants dans les bras. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'inconscience caractérisée. C'est de l'inconscience caractérisée. Un enfant, quand on peut dire, bon, ok, c'est l'erreur de la nature. Ce sont des choses qui arrivent, d'accord. Mais quand tu vois déjà qu'avec le 1 là, tu vois l'allure de la courbe, tu sens que l'allure de la courbe n'est pas positive. La courbe tend vers une tangente très négative. Au lieu de toi, que cela puisse t'interpeller, d'accord? Pardon, excusez-moi. Au lieu que cela puisse toi t'interpeller, non, ça ne t'interpelle pas. Tu es là, tu es comme ça, tu vis comme ça. Tu ne te protèges pas. Vous continuez à avoir des rapports. Il continue de t'enceinte. Un bon matin, quand je suis enceinte, tu accouches. Et le deuxième vient, et le troisième vient, ainsi de suite, jusqu'à 4, 5 gosses. Mais attends, on t'a drogué, ou bien, je ne sais pas, c'est la malédiction. Quand ton cerveau ne réfléchit plus, ton cerveau ne réfléchit plus. Ton cerveau ne tourne plus comme il faut, ça ne tourne plus à l'endroit. Qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau flotte dans le vinaigre ou dans le pétrole? Non mais il faut me dire, à un moment donné. Il faut me dire. Quand toi-même tu regardes la situation, tu sais que la situation n'est pas du tout favorable. Vous-même, vous vivez dans des conditions bizarres. Le monsieur là t'a enceinté une fois. Tu vois que ça ne va pas. Laisse, bloque, à partir de là, bloque. Il existe plusieurs moyens de contraception. Utilise un moyen de contraception pour ne plus tomber enceinte de ce monsieur tant que tu sens que les conditions de vie avec ce dernier ne s'améliorent pas.
Il y a certaines femmes, franchement, aucune prédisposition. Aucune prédisposition. Je dis bien aucune. Aucune prédisposition. Ou à défaut de ça, elles sont là, elles sont dans des foyers, on les a peut-être épousées, elles sont là, elles sont dans les foyers, elles ne font rien. Oh, mon mari a dit qu'il ne veut pas que je travaille, d'accord. Ah, ça va faire l'objet de notre podcast, hein. Les hommes qui n'aiment pas que leur femme travaille, là, ça fera l'objet de notre podcast. Là, c'est juste une petite parenthèse pour élucider ce point. Oh, mon mari a dit qu'il ne veut pas que je travaille, donc moi, je garde seulement les enfants. Tu es là, tu gardes les enfants, tu ne fais rien. C'est le monsieur là qui travaille. C'est le monsieur là qui travaille. Tu es là, tu ne fais rien. C'est lui qui donne l'argent à la popote chaque fin du mois. Le jour où on ne te souhaite pas que ça t'arrive, mais dis-toi bien que ce qui arrive chez la voisine peut arriver chez toi un jour. Le jour où je cogne du bois, le monsieur là te laisse pour une autre, il t'abandonne sans aucune raison valable pour une autre. Il disparaît totalement et il décide carrément de laver ses mains contre toute charge. Contre toute charge, les charges de ses enfants. Il lave complètement ses mains et il s'en va. Toi, tu fais comment? Tu fais comment? C'est toi la mère. Te voilà toi maintenant avec 4-5 gosses entre les bras. Tu fais comment pour nourrir ces enfants? Tu fais comment pour éduquer ces enfants? Car tu n'as aucune ressource financière. Tu es resté dans ce foyer pendant 7 ans, pendant 8 ans, pendant 9 ans. Pendant 15 ans, tu es resté dans ce foyer. Tu as consacré toute ta vie à ce monsieur sans pour autant un temps soit peu t'asseoir et penser un tout petit peu à toi et à te dire que un jour une situation peut basculer. Je dois avoir une ressource financière. Je dois faire quelque chose pour pouvoir m'en sortir financièrement. Si un jour une situation parvient, toi tu fais comment? Est-ce que tu t'es déjà posé ce genre de questions? Bon, un autre cas de figure, le monsieur par exemple, il décède. Il décède, toi tu ne faisais rien dans la maison, c'est le monsieur qui travaillait, c'est le monsieur qui faisait tout. Il y a des belles familles sorcières, hein? Il y a des belles familles sorcières, oui, il faut le dire. La belle famille va venir tout ramasser. Et toi, et tes enfants, même la maison dans laquelle vous vivez, là, ils ne vont même pas vous laisser à l'intérieur. On va vous foutre à la porte comme des vulgaires animaux. On va vous foutre à la porte. Et toi et tes enfants, tu te retrouves dans la rue. Et ce que je dis là, ça existe. Beaucoup de femmes ont vécu ce genre de situation. Elles se sont retrouvées dans la rue avec leurs enfants. Elle te raconte son histoire. Tu te rends compte que c'est une pauvre veuve. C'est une veuve qui est là. Une veuve qui n'a pas été avisée. Elle n'a pas été avisée. Mais si cette dernière avait été avisée financièrement, qu'elle s'est dit qu'elle essaie de faire quelque chose, elle essaie d'avoir une épargne, elle essaie d'avoir une ressource financière quelque part, est-ce qu'elle devait être dans la rue? Non, elle devait être capable de se prendre même un petit studio, se mettre avec ses enfants, pouvoir se démerder de gauche et de droite jusqu'à ce qu'elle puisse avoir suffisamment de moyens pour prendre une maison décente pour vivre avec ses gosses en fait. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir ce genre de réflexion? Dites-moi un peu, est-ce que c'est pas mieux d'avoir ce genre de réflexion? Au lieu de se jeter comme ça à corps et à bras ouverts et après se retrouver dans une situation où on est pieds et mains liés, de vous à moi, non mais dites-moi un peu. Bref, on va parler des femmes et là on va parler maintenant des hommes. Toi tu es un homme, tu sais que financièrement parlant tu ne t'en sors pas nécessairement comme il faut. Mais c'est toi qui es un pisseur international. Qu'est-ce qu'on entend par pisseur international ici? Toi tu t'en vas, tu couches à gauche. Tu fais un enfant là-bas. Tu couches à droite, tu fais un enfant là-bas. On t'envoie en mission dans tel pays, tu t'en vas faire un enfant là-bas. On t'envoie en mission dans tel autre pays, tu t'en vas encore faire un enfant. C'est-à-dire que toi, tu as des enfants partout et n'importe où. Tu as des enfants partout et n'importe où. Comportement de pauvre. Comportement de pauvre. A contrario, un riche, il fait attention à où il va et quand il y va. Pour la plupart des cas, ils ont leur partenaire fixe avec qui ils ont décidé de se reproduire. C'est-à-dire que, vous allez voir, en dehors de cette dame, en dehors de son partenaire, le monsieur ne va pas se reproduire ailleurs parce qu'il reste conscient qu'en se reproduisant à gauche et à droite, ce sont ces richesses qui sont en train d'être dilapidées. Que vous le vouliez ou non, un enfant reste un investissement colossal. Un enfant reste un investissement colossal. Et c'est un investissement sur le long terme. Un enfant, c'est pas du genre tu t'occupes aujourd'hui et demain tu t'en débarrasses. Non. Un enfant, tu t'occupes aujourd'hui et tu continues jusqu'à ce que l'enfant ait fini ses études universitaires et que l'enfant a les possibilités de voler lui-même maintenant de ses propres ailes. C'est combien d'années d'investissement? Le riche, il est conscient de ça. Il est très conscient de ça. Donc, il ne va pas dilapider sa richesse n'importe où et n'importe comment. Non. Ils ont des sexualités ordonnées et structurées, les riches, contrairement aux pauvres. Ils couchent partout, ils couchent à gauche, ils couchent à droite, ils font les enfants là-bas, ils font les enfants. Ils s'en foutent.
Ils font des enfants n'importe où et n'importe comment, sans se soucier de comment est-ce qu'ils feront pour éduquer ces enfants-là. C'est pas leur problème, ce n'est pas leur problème. Et tu vas les écouter avec leur langage de rabat-joie. Quand les enfants, c'est Dieu qui donne. Les enfants, c'est Dieu qui donne. Oh, n'importe quoi. N'importe quoi. Les enfants, c'est Dieu qui donne. Ok, d'accord. Mais c'est en même temps, c'est ce même Dieu-là qui a donné l'intelligence aux hommes. L'intelligence aux hommes, hommes avec grand H. De pouvoir réfléchir ou mettre en place des moyens de contraception pour toi te permettre, autant pour moi, de réglementer tes naissances, de réglementer tes grossesses, de faire ce qu'on appelle un planning familial. Mais toi, avec ta mentalité de pauvre, de rabat-joie, oh non, les enfants, c'est Dieu qui donne n'importe quoi. N'importe quoi. Non, mais sans blague. Sans blague, à un moment donné. Et ils sont là, il faut les voir. Ils font venir les pauvres enfants n'importe comment, en masse sur cette terre. Et après, l'enfant arrive sur cette terre, il est maintenant en train de souffrir. Arrivé à un certain âge, c'est maintenant, vous allez voir des enfants sur la rue, en train de faire des petits commerces par-ci, par-là. Quand tu vas demander, oh, tu fais ça pourquoi? Oh non, c'est pour acheter les cahiers. Oh non, ma mère m'a envoyé vendre ici. Tu te rends compte que c'est dur. Les enfants là souffrent. Ils vivent dans une précarité extrême. Ils vivent dans une précarité extrême parce que tout simplement, les parents inconscients, le père inconscient, il sait qu'il n'a pas suffisamment de revenus nécessaires, mais c'est lui qui est en train de faire naître les enfants n'importe comment des autres, enceinter les femmes n'importe comment des autres, par-ci, par-là, à gauche, à droite. Les pauvres enfants arrivent sur cette terre, c'est maintenant à eux. C'est maintenant à eux de se battre pour leur avenir. En temps, ça devait être l'inverse. Ce sont les parents qui doivent se battre pour l'avenir de leurs enfants, quand les enfants sont à bas âge, bien évidemment. L'enfant est à bas âge, il est encore sous ton toit. L'enfant est sous ta responsabilité. C'est à toi de réfléchir. Comment tu dois le soigner quand il est malade? Comment tu dois te faire pour le vêtir? Comment tu dois faire pour le scolariser? C'est pas normal qu'un enfant de 10, 11 ans se retrouve là dans la rue en train de faire un petit commerce parce qu'il faut amener un bout de pain à la maison. Parce que la rentrée arrive, il faut acheter un cahier ou un crayon. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est un critère qui caractérise encore la pauvreté et qui montre à suffisance l'irresponsabilité de certains parents à faire venir des enfants au monde alors qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir s'occuper de ces enfants-là. C'est juste pas croyable. C'est juste pas croyable. C'est juste pas croyable. Et vous allez croiser dans la rue, il y a pas mal de jeunes, il y a pas mal d'enfants qui pilulent là dans les rues, qui sont en train de faire des petits commerces. En train de faire des petits commerces parce qu'il faut ramener un bout de pain à la maison, parce que c'est la rentrée scolaire, il faut acheter ci, il faut acheter ça. C'est pas un enfant de faire ça, je suis désolée. Et les parents, ils sont là, ils trouvent ça normal, ils trouvent ça logique. C'est pas à l'enfant de faire ça, je suis navrée, c'est toi le parent, toi. L'enfant était chez lui là-bas tranquillement, tu l'as soulevé pour l'emmener ici là sur le terre. C'est à toi de réfléchir, c'est à toi d'aller te mettre sur la rue là-bas, dans la route, pour aller faire le commerce, pour ramener à manger à l'enfant. C'est à toi de te mettre dans la rue là-bas pour aller faire le commerce, pour mettre l'enfant à l'école. C'est pas à l'enfant, c'est pas l'inverse en fait. C'est pas l'inverse, je suis désolée. C'est pas à l'enfant d'aller se mettre sur la rue pour aller vendre, pour aller faire un petit commerce, pour aller travailler quelque part, en mode esclavage même. On va aller exploiter l'enfant quelque part, soi-disant il travaille parce qu'il doit ramener à manger à la maison. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Je suis navrée. Ça, c'est un comportement de pauvre. Comportement de pauvre. Et c'est un comportement à proscrire. Honnêtement, c'est un comportement à proscrire. Toi qui m'écoutes, tu es une femme, tu es un homme, tu sais que tu n'as pas suffisamment de moyens financiers. Si tu n'as pas encore d'enfants, reste tranquille. Les enfants ne fuient pas. Les enfants ne fuient pas. Mets-toi d'abord dans des conditions. Rassure-toi d'avoir des conditions favorables pour l'avenir de cet enfant-là pour éviter que lui, il arrive et maintenant, il soit en train de souffrir. Il soit en train de souffrir. Et toi déjà, en tant que parent, ça ne te fait pas mal de voir ton enfant comme ça? Les autres enfants sont, je sais pas, ils sont à l'école, toi ton enfant est sur la route en train de vendre des arachides, de l'eau glacée ou je ne sais pas. C'est souvent en Afrique qu'on voit beaucoup ce genre de phénomène. On voit beaucoup ce genre de phénomène en Afrique. Et ça, je suis désolée de le dire, mais c'est une autre forme d'esclavage en fait. C'est une autre forme d'esclavage. Toi, ça ne te fait pas mal en tant que parent de voir que les autres enfants, ils sont, je sais pas, en train de s'amuser quelque part, c'est le week-end. Toi, ton enfant est sur le soleil. Ton enfant de 10 ans, 8 ans, 9 ans est sur le soleil au marché. En train de vendre, je sais pas, les boîtes d'allumettes, l'eau glacée, les arachides. Ça ne te dérange pas, ça ne te fait rien. Ça ne te touche, ça ne te dit rien, ça ne te touche pas. De toi à moi, est-ce que c'est comme ça que, en fait, est-ce que c'est comme ça que tu envisages, toi, la vie de ton enfant? Et moi, je vous dis, on a beau grandir, mais les souvenirs de l'enfance, là, ça reste dans la tête. Les souvenirs de l'enfance, ça reste dans la tête.
Ce sont ces souvenirs-là qui vont forger son caractère de demain ou d'après-demain. Que vous le vouliez ou non, la personne aura toujours des traces de son enfance, des traces. Et ce genre de traces sont des traces négatives. Ce sont des traces négatives. Bref, anyways, on va passer au prochain point qui caractérise les pauvres. Les pauvres ne vont jamais chez les médecins. Même s'ils ont mal quelque part, ils disent qu'ils vont supporter. Non, les pauvres, c'est pas possible. C'est pas croyable, en fait. Un pauvre, il ne va jamais chez le médecin. Il ne part pas chez le médecin. Tu sens qu'il souffre, il a mal, il dit non, ça va aller, ça va passer. Il y a une feuille là qui pousse derrière la maison. Là. Je veux prendre la feuille là, je veux bouillir, je veux boire, ça va passer. Il prend ses feuilles, il boit. Mais malgré ça, il se rend compte que ça ne va toujours pas. Il persiste. En disant non, je n'y vais pas chez le médecin, ça va aller, je vais m'en sortir. Non, ça va aller, ça ira, ne t'inquiète pas, ça ira. Comment ça tu dis que ça ira? Mais ça ne te coûte rien. Va voir le médecin. Va voir le médecin. Fais-toi consulter. Il te fera des examens. Et il va te dire, il est le mieux placé après examen fait pour te dire ce que tu as. Tu es là, tu ne sais pas ce que tu as. Tu as mal au ventre, tu as bu la feuille en question qui pousse derrière ta maison. Tu t'es rendu compte que rien n'y fait, rien ne marche. Tu te retrouves toujours les mêmes douleurs, dans les mêmes problèmes. Va voir le médecin, ça ne te coûte rien. Va consulter. Va chercher à savoir ce qui ne va pas en fait. Et c'est comme ça, et à certaines personnes, ils ont des douleurs quelque part, ils disent ils vont supporter, ils supportent. Ils font des décoctions comme ci, comme ça et tout, ils prennent, ça calme pendant un moment, 2 mois, 3 mois, la même douleur reprend encore. Il fait la même chose, ça calme, il reprend encore. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça, arrivé à un certain moment, c'est-à-dire que tu as peut-être une maladie qui est en train de se développer, elle est encore au stade primaire. C'est-à-dire que c'est un stade où on peut encore facilement traiter la maladie. Toi, tout simplement, à cause de ton ignorance, ta négligence, tu t'es dit non, ça ira, tu vas supporter tout le reste, tu es resté à la maison. Voilà maintenant, quand tu te rends compte que le cas est vraiment grave, là, tu ne peux plus supporter, obligé maintenant d'aller à l'hôpital. Et quand tu pars à l'hôpital, là, maintenant, on te détecte une maladie incurable, stade terminal, on ne peut plus traiter. Stade terminal de la maladie, on ne peut plus traiter. Parce que tu auras tout simplement été négligent. Si depuis le départ, quand tu as commencé à avoir les premiers symptômes, tu t'es levé pour aller consulter, je pense que depuis, on aurait décelé la maladie et depuis, on pouvait guérir la maladie, tu pouvais t'en débarrasser facilement. Mais tout simplement à cause de ta négligence, parce que tu t'es dit, je vais supporter, ça va aller, tu restes à traîner des mois durant, des années durant, et voilà, aujourd'hui, on te détecte avec une maladie en phase terminale et on ne peut plus rien faire. Est-ce que vous voyez un peu la tournure des choses? Est-ce que vous voyez un peu jusqu'où peut nous entraîner la négligence? Est-ce que vous voyez jusqu'où peut vous entraîner la négligence? Ça, c'est le comportement des pauvres. Entre-temps, les riches, ils ont toujours un médecin. Ils ont un médecin traitant. Vous allez écouter, oh non, c'est le médecin de la famille. Médecin de la famille tel. Médecin de la famille tel. Chaque famille a son médecin. Petit bobo, petite douleur quelque part, on consulte le médecin. Petite douleur quelque part, on consulte le médecin. Médecin fait des diagnostics. Au moins 1 fois ou 2 fois dans l'année, un riche, il a son bilan médical. Il fait tout son bilan médical. Les yeux, les prises de sang, comment dirais-je, quoi d'autre, hein? Le rythme cardiaque, bref, il fait tout son bilan complet. Au moins, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il sait que dans le bilan complet, il y a tel ou tel niveau. On a par exemple remarqué qu'il y a une baisse de sang, c'est dû à quoi, bref. Ils essaient déjà de trouver les solutions. Parce qu'ils restent conscients que sa santé, son corps, c'est l'investissement qui a le plus de valeur et son corps, c'est son bien le plus précieux parce que c'est grâce à son corps qui est en bonne santé qu'il pourra travailler pour générer davantage de la richesse, pour générer davantage de l'argent, pour pouvoir accroître financièrement. Mais comment il fait pour travailler de l'argent? Comment est-ce qu'il fait pour stabiliser sa richesse, grandir dans ses business si lui-même il est en mauvaise santé? La santé, c'est toute la vie d'un être humain. Sans la santé, on ne peut rien. Sans la santé, on ne peut rien. Voilà un critère fondamental encore qui caractérise les riches des pauvres. On continue. Là, je pense que c'est le 40e des points. Le 8e point. Donc, le 8e point. Les pauvres marchent toujours avec les pauvres comme eux. Est-ce que vous avez remarqué ça? Est-ce que vous aviez remarqué ça? Les pauvres, ils marchent toujours avec les pauvres comme eux, toujours avec les pauvres comme eux. Tu vois, c'est un groupe de cadres, voilà, ils travaillent dans la même compagnie et puis et tout, voilà. Ils ont à peu près les mêmes conditions de vie et ils marchent ensemble.
Ils marchent ensemble. Il n'y a pas un qui va se lever du groupe là pour dire, bon, moi, je dois déjà changer de fréquentation. J'aspire à un niveau supérieur de vie. Donc, du coup, je vais arrêter de marcher avec mes amis, du moins, avec mes petites fréquentations dans les cadres comme moi et tout et tout. Je vais essayer de lever le niveau. Je vais aller marcher avec des chefs d'entreprise. Je vais aller marcher avec X, je vais aller marcher avec Y. Non. Ils sont toujours entre eux. Bon, attends, de toi à moi, dis-moi un tout petit peu. Tu marches avec quelqu'un qui est comme toi, c'est-à-dire quelqu'un qui est au même niveau de vie que toi. Et toi, tu aspires à un niveau de vie supérieur. Mais tes mêmes amis avec lesquels tu marches là, tes mêmes gens avec lesquels tu marches là, qui ont le même niveau de vie que toi là, même quand toi tu vas vouloir sortir un tout petit peu la tête de l'eau, mais panier de crabe, ils vont te tirer vers le bas. Ils vont te tirer vers le bas. Attends, tu te rends pour qui? Donc, nous, on est tous des cadres, on travaille dans la même compagnie et tout et tout. Donc, il veut montrer que tu veux un peu élever le niveau, tu vas aller un peu à un niveau supérieur. Oh, quitte là-bas, on va toujours te tirer vers le bas. Si après le travail, vous êtes toujours pour habituer à aller prendre un verre quelque part. Oh, arrête ton désordre là, allons-y boire un verre, hein. Oh, arrête de jouer trop sérieux, hein. Regarde la petite là, elle est intéressante et tout. Tu dis quoi, hein? C'est-à-dire qu'ils vont toujours essayer de te tirer vers le bas. Toujours essayer de te tirer vers le bas. Tu finis ton travail, tu dis que bon, la vie de terminer le boulot, aller se pavaner à gauche, à droite, là, j'arrête avec ça. Je termine le boulot, je rentre, je vais aller suivre mes formations en ligne pour pouvoir lancer tel business. Je termine le boulot, je rentre, je veux aller lire mes livres pour pouvoir accroître mes connaissances personnelles. Non. Oh non, toi tu te prends pour qui? Oh, allons-y boire une bière. Oh, il y a une nouvelle petite qui est arrivée dans tel quartier. C'est-à-dire qu'on va toujours vouloir te tirer vers le bas. Les pauvres marchent toujours avec les pauvres. Mais les riches, à contrario, les riches marchent toujours avec des personnes qui sont supérieures à eux en matière de niveau financier. Parce qu'ils aspirent toujours à avoir plus. Les riches, ils aspirent toujours à avoir plus. Ce qu'il a là, ça ne le suffit pas. Ils aspirent toujours à avoir. Et ils travaillent pour. Et ça, c'est un truc que les riches ont compris, que les pauvres n'ont pas encore compris. Quand toi, tu as un certain niveau financier et que tu aspires à avoir un niveau financier supérieur, marche avec quelqu'un qui a un niveau financier, un niveau de vie supérieur au tien. Un train de vie supérieur au tien. Parce que cette personne-là, en restant avec cette personne au quotidien, cette personne va te challenger. Elle va te booster. Tu vas voir le quotidien de la personne, tu vas voir comment la personne fait les choses, tu vas voir les réussites de la personne. Toi, ça va te booster à aller de l'avant, ça va te booster à te surpasser. Pour pouvoir avoir un niveau supérieur auquel tu as actuellement. Ça, c'est un truc que les riches ont compris, que les pauvres n'ont pas encore compris. Ou à défaut de ça, si tu es dans un milieu où tu te rends compte qu'il n'y a personne qui a un train de vie supérieur au tien, tes amis qui ont le même niveau de vie là, décharge-les, marche seul, ça ne tue pas. Marche seul. Il y a des gens qui ont un sérieux problème avec la solitude, Si tu marches, ça ne veut pas dire que tu n'as besoin de personne pour avancer. Non, c'est pas de ce dont il s'agit. Mais si tu te rends compte que dans un milieu, il n'y a personne, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne qui répond à tes critères. Aucune personne avec qui tu peux t'afficher, avec qui tu peux marcher avec, qui peut toi te pousser à aller de l'avant, mieux, reste seul. Reste seul jusqu'à ce que tu te retrouves dans un environnement où tu as les possibilités de fréquenter quelqu'un qui peut te challenger, quelqu'un qui peut te booster, quelqu'un qui peut t'aider à aller vers l'avant. Et puis la connaissance, c'est pas nécessairement, comment dirais-je, une personne physique qui est là nécessairement avec toi sur place. Ça peut être quelqu'un sur Internet, un coach, un mentor que tu suis à chaque fois, tu suis le raisonnement et en suivant, en écoutant les vidéos de la personne, en suivant la chaîne de la personne, ça te booste, ça te challenge, ça t'aide à aller de l'avant en fait. Ça peut être aussi ça. Donc attention. Les pauvres marchent toujours avec les pauvres. Comportement de pauvre. Donc toi qui aspires à un avenir meilleur, qui aspire à quelque chose d'autre que ce que tu as déjà aujourd'hui, change d'environnement ou de fréquentation. Ça, c'est important. On va passer au prochain point qui caractérise les pauvres. 8e point. Non, c'est pas le 8e point, c'est le 9e point autant pour moi. Donc, 9e point. Les pauvres sont toujours en train de critiquer la vie des autres, notamment celle des personnalités politiques, publiques. Vous allez voir les pauvres. Ils sont toujours dans des débats politiques bêtes qui n'ont pas de sens. Oh non, tu as vu tel président, regarde ce qu'il fait, ils se font pour qui, lui, quoi, depuis qu'il est monté au pouvoir, il fait ci, il fait ça, oh, on regarde tel ministre, lui, là même pourquoi on a nommé ministre, il n'a même pas les critères d'un ministre, il est ceci, il est cela, on regarde sa femme même à quoi elle ressemble. Les pauvres sont toujours dans des débats bêtes qui n'ont pas de sens. Tout le temps en train de critiquer la vie de quelqu'un. Ouais, comme je vous ai dit, quand vous commencez à fréquenter quelqu'un, d'accord? Quand vous commencez à fréquenter quelqu'un et que vous vous rendez compte que la personne parle beaucoup en fait, la personne critique beaucoup les autres, en fait. La personne critique beaucoup les autres. Et les critiques, elles ne sont pas positives.
c'est toujours des critiques négatives. La personne a toujours un truc de négatif à dire sur quelqu'un. Méfiez-vous de cette personne. Méfiez-vous de cette personne. La personne, en réalité, n'a pas un bon foyer. En fait, c'est une personne qui est pauvre. C'est une personne qui est pauvre. Pauvreté intérieure. Pauvreté intérieure. Une pauvreté intérieure, forcément, la pauvreté là va se matérialiser sur le plan physique. Méfiez-vous de ce genre de personne. C'est-à-dire que toi, tu n'as rien d'autre à faire. Un riche, il est tellement occupé dans sa vie. C'est-à-dire qu'il a tellement mieux à faire. Il a tellement mieux à faire. Parce que pour le riche, chaque minute compte. Chaque seconde compte. Donc, il n'a pas une seule minute à perdre pour s'asseoir, pour parler de la vie de quelqu'un d'autre. Alors que lui-même, il a sa vie, qui est un propre challenge pour lui. Il est là dans sa vie, il a ses propres défis. Il a ses défis à relever pour la journée d'aujourd'hui. Il a tellement mieux à faire que de rester là, à parler de X, à parler de Y. Ah non, 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 non. Vous croisez ce genre de personnes-là qui passent leur temps à parler des autres, à critiquer les autres là. Éloignez-vous. Éloignez-vous. Toi, tu aspires à la richesse. Tu veux changer tes conditions de vie. Ton pote, ta potesse, ton ami, ta copine là, qui passe son temps à parler comme ça mal des autres, n'importe comment des autres. Tout le temps. Même pas une fois en passant et puis ça passe. Non, non, non. C'est le quotidien. Tandis qu'avec cette personne, tu sais qu'on va être ensemble, c'est seulement pour parler des autres, critiquer les autres. Fuis ce genre de personnes. Fuis ce genre de personnes. Et moi, je vous ai dit, hein, la médiocrité se contamine. Hein. La médiocrité se contamine. Il y a de fortes chances qu'un bon jour, toi, tu te surprends en train de critiquer maintenant les gens n'importe comment les autres entendent toi. Normalement, ça ne faisait pas partie de ton côté. Tu ne vivais pas comme ça. Mais à cause de fréquenter des gens qui vivent comme ça, qui se comportent comme ça, tu finis toi aussi par te comporter comme ça. La médiocrité se contamine. Donc, faites très attention. Faites très attention. Tu as ton ami qui se comporte comme ça, là. Coupe les ponts. Coupe les ponts avec lui. Coupe les ponts avec elle. Tu te retires doucement. Elle, la personne va constater que tu t'es retiré. Tu enlèves ton corps dedans. Oui. Il y a des gens, il faut vous retirer. La médiocrité se contamine. Attends, franchement. Donc, il n'y a pas autre chose à faire dans la vie. Le temps que tu es en train de... Les 30 minutes, 1 heure, 2 heures de temps que tu es en train de prendre pour critiquer X ou Y, là, tu ne peux pas faire autre chose de ta vie. Tu peux t'asseoir. Pendant ce sont les heures de pause, tu peux lire un livre. Tu peux lire un livre, avancer dans tes lectures. Tu peux être sur YouTube et regarder une chaîne, une coach, sur, je sais pas, le développement personnel, les finances, bref, quel qu'on soit le domaine. Une vidéo sur comment bien éduquer ses enfants, comment bien se comporter dans son foyer. Il y a pas mal de vidéos là sur YouTube, panoplie de vidéos qui pilent sur la toile que tu peux regarder pour apporter une paix-value à toi, ta personne, au lieu de rester là, perdre le temps avec ton soi-disant ami, ta soi-disant amie qui passe son temps dans les gbérés, les loups Congo ça. Il y a autre chose à faire, hein? Il y a autre chose à faire, clairement. Il y a autre chose à faire. Bref, anyways, on va continuer. Prochain point. Donc, le prochain point, c'est le point numéro 10. D'accord? Le point numéro 10. Les pauvres pensent que les autres sont obligés de les aider. Là, on va perdre plusieurs. Oui. Les pauvres pensent que les autres sont obligés de les aider. Tu vas les entendre. Oh non, voilà, je suis allée voir mon oncle pour que il m'achète les cahiers pour la rentrée scolaire et tout. Il a refusé. Il est mauvais. Non, mon oncle là. Non. Jusqu'aujourd'hui, moi, je ne vais plus parler avec lui. Mais dis-moi un tout petit peu. Est-ce que tu penses que ton oncle là en question, il est responsable de ta vie? Est-ce que tu penses que ton oncle en question, c'est lui qui a l'obligation de prendre soin de toi? C'est lui qui a l'obligation de faire ton éducation? Non, je suis désolée. Ton père et ta mère, les deux qui se sont accouplés là pour toi te faire venir au monde, c'est à eux leur responsabilité. C'est à eux leur responsabilité que de prendre soin de toi, de ton éducation. Oh, par exemple, on va prendre un autre cas de figure. Toi, par exemple, tu travailles et tout, voilà, tu as une situation qui t'arrive, voilà, avec ta femme, tes enfants, tu as une situation particulière et tout, tu as besoin d'aide financière. Tu appelles une de tes tantes ou un de tes oncles pour solliciter de l'aide de ce dernier ou cette dernière. Et malheureusement, la personne refuse de t'aider. La personne te dit clairement que là, voilà, c'est compliqué pour elle aussi de son côté. Voilà, financièrement, ça ne suit pas, donc la personne ne pourra malheureusement pas pouvoir répondre favorablement à toi, ta doléance. Tu te fâches. Pourquoi? Qui t'a dit que ton oncle était obligé de t'aider? Qui t'a dit que ta tante était obligée de t'aider? C'est un service que tu demandes ou bien c'est une obligation? Ce n'est ni un service ni une obligation. Et il faut voir les pauvres. Ils sont tout le temps en train de tendre la main. En pensant que les autres sont obligés de les aider. Non, je suis désolée. L'autre n'est pas obligé de t'aider. Peut te rendre un service, ok. Mais obligé? Non, je suis désolée. Ils n'ont pas d'obligation envers toi. Ceux qui ont des obligations envers toi, c'est ton père et ta mère. Les deux qui se sont accouplés pour te faire venir au monde, là, c'est eux qui ont des obligations envers toi. Et même là, c'est jusqu'à partir d'un certain âge.
À l'âge où tu deviens déjà indépendant, à l'âge où tu as déjà les possibilités de voyer tes propres ailes, là, c'est l'inverse. Maintenant, à toi maintenant de prendre soin d'eux. Donc, évitez, vous, avec vos mentalités de pauvres, à tout le temps vouloir tendre la main. Et il faut savoir, vous qui tendez la main à chaque fois là, sachez que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Donc, toi, toute ta vie, tu risquerais d'avoir, en fait, ne pas dépasser un certain seuil financier parce que tu passes trop ta vie à quémander, avoir un comportement de parvenu. Tout le temps en train de demander, tout le temps en train de demander. À un moment donné, mets-toi dans la position de celui qui donne. Arrêtez de trop être dans une position de celui qui reçoit. Soyez dans la position de celui qui donne également, en fait. C'est important. C'est important. Dans les lois de la nature, il faut avoir un certain équilibre. Tu es la main qui reçoit, sois également la main qui donne. Souvent, même si on ne te demande pas, donne. Parce que dans ta tête, tu restes conscient que j'ai reçu de pas mal de personnes. Donc moi également, je dois donner pour que la chose soit équilibrée. Mais si toi, tu ne cherches pas à équilibrer les choses, ça, ce sont des lois spirituelles que je suis en train de vous dire là. Si vous ne cherchez pas à équilibrer les choses, que vous cherchez toujours à être la main qui reçoit. Oh non, mon oncle là, il est riche, il a beaucoup d'argent, il va me donner. Oh, t'entends, envoie-moi 2000 euros là-bas, envoie-moi 3000 euros. Oh, tantine, envoie-moi un 15 millions de francs. C'est-à-dire que toi, tu es tout le temps en train de demander. Oh, ma tante là a beaucoup d'argent, les chefs d'entreprise là a beaucoup d'argent, est-ce que c'est l'argent qui manque? Tout le temps, tu es en train de demander. Sache que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Donc toi, si tu veux équilibrer les choses dans ta vie, si tu ne veux pas rester bloqué à un certain niveau financier dans ta vie, cherche à mettre de l'équilibre. Autant tu reçois, autant tu donnes également. Ça, c'est une loi de la nature que je suis en train de vous donner là. C'est une loi de la nature et c'est incontournable. Cherche à mettre de l'équilibre. Tu es conscient que tu as l'habitude de recevoir des autres. Il faut également donner. Mets la main dans la poche. Donne également pour que les choses soient équilibrées. Que quand tu vas vouloir franchir une certaine barre de ta vie, une certaine barre financière, un certain niveau financier, tu vas vouloir le franchir, il n'y aura pas de blocage. Il n'y aura pas de blocage. N'oubliez jamais que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Donc si toi tu aspires à un avenir meilleur, tu veux changer tes conditions financières, on t'a aidé quand tu étais dans X ou Y situation, même si personne ne te demande rien, de temps en temps, mets la main dans la poche et donne. Mets la main dans la poche et donne à quelqu'un pour que les choses soient équilibrées, pour apporter un certain équilibre dans ta vie. Ça, c'est très important. Un autre exemple, toi comme ça, tu as envie par exemple de lancer ton business, tu n'as même pas un seul rond dans les poches, tu n'as même pas 50 euros dans les poches. Même 1 franc, tu n'as pas 1 franc dans les poches. Mais c'est toi qui veux lancer un business et tu es en train de compter sur l'argent de ta grande sœur pour lancer le business. Tu comptes sur l'argent de ton grand frère pour lancer le business. De toi à moi, tu penses que tu es normal? Tu penses que tu es normal et quand ton grand frère, ta grande sœur ou ton oncle, ta tante va te dire non, je n'ai pas les possibilités de t'aider sur ce coup, tu vas t'énerver, tu te fâches. Pardon, tu te fâches, tu t'énerves. Oh non, elle a beaucoup d'argent, elle refuse de m'aider. Oh non, il a beaucoup d'argent, il refuse de m'aider. Lui, là, pardon, je ne veux même plus lui dire bonjour. Il est mauvais, il est méchant, il est ceci, il est cela. Est-ce qu'il est obligé de t'aider, mon frère, ma sœur? Est-ce qu'elle est obligée de t'aider? Est-ce qu'il est obligé de t'aider? Non, je suis désolée, il n'est pas obligé de t'aider. Il n'est pas obligé de t'aider. Elle non plus, elle n'est pas obligée de t'aider. Arrêtez avec votre attitude de mendicité. Arrêtez avec vos mentalités de pauvreté. Les autres ne sont pas obligés de vous aider. Une aide, c'est un service. Une aide, c'est pas une obligation. Donc, arrêtez de confondre les choses. Arrêtez de confondre les choses. La personne t'aide si elle veut et si elle peut. Si elle ne veut pas et si elle ne peut pas, c'est pas une obligation. Tu vas pas garder rancune à quelqu'un parce que la personne a refusé de t'aider pour X ou Y situation. Non, je suis désolée, c'est une mentalité de pauvre. C'est une mentalité de pauvre. Vous allez voir, les riches, à contrario, ils ne comptent sur personne pour faire quoi que ce soit. Ils ne comptent sur personne. Ils font leur planning, ils ne comptent que sur eux-mêmes. Ils font leurs choses, ils ne comptent que sur eux-mêmes, sur leurs propres moyens. Ils ne comptent que sur eux. Mais le pauvre, toujours en train de tendre la main. Toujours en train de tendre la main. La mendicité ne va pas t'aider à réussir dans ta vie. La mendicité ne va pas t'aider à réussir dans ta vie. Parce que ça, c'est une attitude de mendicité. Toi, tout, tu mendis. Tu arrives chez quelqu'un. Oh, le canapé, là, est joli. Oh, tu me donnes le canapé, là, quand? Tu arrives dans la cuisine de l'autre. Oh, mais tu as des jolies marmites, hein. Tu m'offres la marmite, là. Comment l'anniversaire, l'anniversaire, c'est la semaine prochaine. Offre-moi la marmite, là, pour mon anniversaire. Oh, mais comme tu me vois, là, je suis fauchée, oh. Si tu me donnes un petit 100 euros, ça fait quoi? Hein? Toujours la mendicité. Toujours la mendicité. Toujours la mendicité. Tu penses que tu vas aller où comme ça? Tu penses que tu vas aller où comme ça? Il faudrait qu'on te le dise à un moment donné. Nulle part. Nulle part. Tu seras toujours en train de vivoter. Tu seras tout le temps là, en train de quémander les miettes. Tu seras tout le temps en train de recevoir les miettes des autres. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Arrêtez avec cette mentalité. Les autres ne sont pas obligés de vous aider. Mentalité de pauvre. Arrêtez ça. On va passer au prochain point. Les pauvres, je pense que c'est lequel des points? C'est le point numéro 11. Voilà, le 11e point. Les pauvres regardent beaucoup la télévision. Les pauvres regardent beaucoup la télévision. C'est-à-dire qu'elle connaît tous les programmes des séries télé. Tous les programmes des séries télé-novelas. Est-ce qu'à telle heure, il y a telle série, c'est une série hindoue. Telle heure, c'est une série brésilienne. Telle heure, c'est une série américaine. C'est-à-dire qu'elle maîtrise tous les programmes télévisés. Tous les programmes télévisés, elle maîtrise. À telle heure, c'est la série indienne. À telle heure, c'est la série brésilienne. À telle heure, c'est la série japonaise. À telle heure, c'est une série américaine. C'est-à-dire que tous les télénovelas, là, tous les télénovelas, où toutes les histoires se ressemblent. On connaît le début de la fin, les mêmes histoires se ressemblent là. Elle connaît tout, elle maîtrise tout. Tout, elle connaît. Et à chaque heure, elle est ponctuelle, elle est à l'heure. Tout le temps en train de regarder la télévision. La télévision vous rend passive. La télévision vous rend passive. Ça vous perd le temps inutilement. Combien d'heures de temps tu as passé devant la télévision là? Tu pouvais faire autre chose de ta vie. Tu pouvais faire autre chose de ta vie. Et cette télévision-là, ça n'apporte aucune paix-value à ta vie. Aucune. D'autres vont te dire, oh non, c'est juste pour se distraire et tout. Mais tu te distrais pendant 2, 3, 4 heures de temps, toute une demi-journée, assis devant la télé, en train de manger des pop-corn, zapper les chaînes. C'est ça ta distraction? C'est ça ta distraction? Autant de distractions dans la vie d'un être humain, autant de distractions. Mais je suis désolée, ça c'est une mentalité de pauvre ça. Mais on n'a pas eu du côté des femmes, hein. Du côté des hommes c'est le foot. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Du côté des hommes c'est le foot. Je vous dis que il connaît tous les programmes de foot. Toutes les chaînes de foot là, il connaît. Tout, il connaît. Tous les groupes de foot, il connaît la vie des footballeurs. Il sait que le footballeur s'est marié en telle année, avec telle femme, il a tel nombre d'enfants, il aime manger ceci, son plat préféré ceci là, sa boisson préférée ceci. Il connaît tout, il maîtrise tout le palmarès de tous les footballeurs. Et il faut les voir dans les débats, ils peuvent prendre toute une demi-journée. Toute une demi-journée en train de faire des débats sur la vie de tel ou tel footballeur. Mon frère, tu n'as pas autre chose à faire de ta vie? Tu n'as pas autre chose à faire de ta vie, ça n'apporte aucune paix-value à ta vie, aucune valeur ajoutée à ta vie. En fait, tu es en train de perdre le temps pour rien. Lui, là-bas, il mange ses millions, ses milliards. Toi-même, 5 ans, il ne te connaît même pas. Tu es un inconnu au bataillon pour ça, pour lui. Tu es un inconnu au bataillon pour lui. Il ne te connaît même pas. Mais toi, tu es là, tu le connais, tu maîtrises sa vie. Tu maîtrises sa vie, tu connais tout sur sa vie. Toi qui est en train de faire des grands débats du matin au soir. On t'a laissé là le matin, on est parti. On t'a laissé avec le sujet là dans la bouche. Oh, tel footballeur. Oh, Mbappé. Oh, ceci. Oh, Lionel Messi. Oh, Didier Drogba. Oh, tel footballeur. On revient le soir, on te retrouve avec le même sujet dans la bouche. Mais honnêtement, entre le matin et le soir, donc toi, tu n'as rien fait de ta vie. Tu es resté là assis. Resté là assis, sous l'arbre à palabre avec tes camarades garçons du quartier, en train de parler de la vie de tel ou tel footballeur. Tu n'as rien d'autre à faire de ton existence, honnêtement, sincèrement. Tu n'as rien d'autre à faire. Alors là, tu es perdu, hein, mon frère. Mentalité de pauvre. Mentalité de pauvre. Chez les femmes, ils ont les novelas, mais chez les hommes, là, c'est le foot. Même catégorie. Les pauvres aiment suivre la télé en longueur de temps. A contrario, les riches, vous allez voir, il y a pas de télévision même chez eux. Vous entrez chez certaines personnes extrêmement riches. Vous allez voir, même, il n'y a pas la télé. Même pas dire que non, la télévision est quand même là dans le salon, on suit de temps en temps on arrête. Non, non, non. Ils ne suivent caractéristiquement pas de télévision. Il y a 0 télévision chez eux. Ils n'en suivent même pas. Ils n'en suivent pas. S'ils veulent se distraire là, ils vont se créer d'autres distractions. La lecture, par exemple. Ils vont passer du temps dans la lecture. Ils vont aller sur YouTube, sur une plateforme particulière. Aller se former, aller s'informer, aller regarder une vidéo qui parle de quelque chose qui peut apporter une paix-value à leur personne, une valeur ajoutée à leur personne. Mais toi, tu es là, avec la télévision en longueur de temps, en train de suivre les novelas ou le foot en longueur de temps. Qu'est-ce que ça apporte à ta vie? Ça fait combien d'années que tu suis la télévision? Depuis que tu suis la télé, qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a changé? Le temps que tu as perdu en train de suivre la télévision, tu ne penses pas que tu peux faire autre chose avec? De toi à moi, tu ne penses pas que tu pouvais faire autre chose avec? Non, mais à un moment donné, disons-nous les choses en fait. Clairement, disons-nous les choses. Tu pouvais faire autre chose de ce temps, autant pour moi. Mais tu es là, en suivant la télé, en perdant du temps inutilement. Ah là là, bref, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. On va passer au point suivant. Je pense que c'est le point numéro 12. En effet, le point numéro 12. Les pauvres passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux pour regarder la vie des autres. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Tandis que les pauvres, ils ont tellement du temps pour les futilités.
Mais quand tu vas dire que, ah, mais toi, prends le boulot comme ça, tu peux pas prendre une formation que tu peux suivre en ligne et tout. Moi, je n'ai pas le temps. Je commence le boulot à 6 heures. Je termine à 17h, 18h. Je n'ai pas le temps. Mais tu as le temps pour suivre la télévision. Tu as le temps pour aller sur les réseaux sociaux, traîner en longueur de journée, aller regarder la vie des X, la vie des Y. Tu as le temps pour aller sur les réseaux sociaux, regarder la vie des gens. Oh, tel a fait ci, tel a fait ça, tel a voyagé, tel s'est marié, tel comme ci, tel comme ça. Mentalité de pauvre. Mentalité de pauvre. Mentalité de pauvre. Toi, tu as le temps pour aller t'occuper des vies des gens sur les réseaux sociaux, mais tu n'as pas du temps pour apporter de la valeur ajoutée à ta personne. Tu n'as pas du temps pour apporter de la valeur ajoutée à ta personne. Quand je n'ai pas le temps, moi je suis trop occupée. J'ai quel temps pour lire les livres là, avec le travail que je fais là, je ne peux pas lire les livres. J'ai quel temps pour prendre les formations, avec le travail que je fais, je ne peux pas. Je ne peux pas, mais c'est toi qui as le temps pour être sur les réseaux sociaux. Oh, telle star a fait ci, telle influenceuse a fait ça. Oh, telle influenceuse a fait comme ci. Oh, telle est allée là-bas, telle a fait comme... Toi, tu as toujours le temps pour t'occuper des vies des autres. Toujours. Mentalité de pauvre. Mentalité de pauvre. Je l'ai dit et je le redirai toujours. Un riche, il a tellement de temps, il est tellement occupé parce que chaque minute pour lui compte qu'il n'a pas le temps de s'asseoir là pour ça s'occuper de ce que X ou Y fait de sa vie. Il n'a pas ce temps. Il n'a pas ce temps. Il peut regarder un truc là, une actualité, vite fait, vite, il passe dessus. Il va pas passer, il va pas s'éterniser là-dessus, un point où à en faire même toute une conversation autour d'un personnage, autour d'un fake news ou je ne sais pas, autour d'un buzz sur les réseaux. Non, 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 le riche n'a pas ce temps. Je suis désolée, le riche n'a pas ce temps. C'est toujours les pauvres, c'est toujours vous. C'est infiniment vous. Oh, ça, c'est pas incroyable. Moi, je vous ai dit, vous croisez, vous marchez avec une personne qui passe son temps à s'occuper de la vie des gens, tout le temps en train de donner une critique, de sortir une critique sur X, sur Y, à chaque fois, tout le temps en train de critiquer les autres. Méfiez-vous de cette personne et fouillez la personne. Fouillez la personne. Mieux tu marches sur le marché à côté de ce genre de personne parce que cette personne peut te contaminer. Cette personne peut te contaminer sa pauvreté intellectuelle, sa pauvreté intérieure. Oui, il faut fuir ce genre de personnes. Oui. En effet, il faut les fuir. Ensuite, on va passer au prochain point. Donc, le 13e point, les pauvres ont toujours plusieurs conjoints. Il faut les voir. Donc, toi, avec ton petit salaire, là, c'est vrai que c'est que tu gères le bureau numéro 1, le bureau numéro 2. Déjà, tu as madame à la maison avec les enfants. Tu as le bureau numéro 1, le bureau numéro 2, le bureau numéro 3. Tu as aligné un tas de petites sur le côté. Et chacune des petites là, chacune vient avec ses problèmes. Et c'est dans le maigre petit salaire là, tu dois t'occuper de la famille à la maison. Madame et les enfants sont à la maison. Avec le même petit salaire, tu dois encore enlever encore les miettes à l'intérieur pour donner à la chisa numéro 1, la chisa numéro 2, la chisa numéro 3, et ainsi de suite. Le jour où tu as une petite augmentation salariale, oh, erreur monumentale. Erreur monumentale. Fallait pas. C'est-à-dire que là, le nombre de petites sur la liste va accroître, mais de façon exponentielle. De façon exponentielle. Petite sur petite, tu ne fais que les aligner. Toi, mentalité de pauvre. Mentalité de pauvre. Entre-temps, les riches, ce sont des personnes très concentrées. Hein. Des personnes très concentrées. D'abord, les riches n'ont pas assez de temps à perdre parce que leur temps, c'est leur bien le plus précieux. Deuxièmement, les riches sont conscients qu'en ayant plusieurs conquêtes, plusieurs conjoints, ils peuvent, délapider, disséminer leurs semences n'importe comment. Ils se retrouvent avec des grossesses indésirables, ils sont conscients de ça. Et troisièmement, les riches sont des personnes qui canalisent extrêmement bien leur énergie sexuelle. Parce qu'ils restent conscients que bien au-delà du plan physique, il y a également le plan spirituel sur l'aspect sexualité. Ils tiennent compte de ça. Mais les pauvres, oh là là, eux c'est juste le plaisir qui les intéresse. C'est juste le plaisir qui les intéresse. Mais il faut les voir. Les donjons en train de se pavaner partout. On se pavane à gauche, on se pavane à droite, on se pavane en haut, on se pavane en bas. N'importe où. Aucune retenue. Aucune retenue. Anyways, on va passer au prochain point. Le 14e point. Les pauvres prennent toujours les crédits. Même dans les pays où le système de crédit n'est pas fréquent. Pour acheter des futilités. Vous allez voir les pauvres. Oh là là. Ils sont réputés pour avoir des vies au-dessus de leurs moyens. Ils sont réputés pour avoir des vies au-dessus de leurs moyens. C'est-à-dire que la fin du mois arrive. Bon, on va prendre le cas où la fin du mois n'est pas encore arrivée. Toi, tu sais par exemple que ton salaire, c'est 1500 €. Ta fin du mois n'est pas encore arrivée. Tu passes quelque part dans un magasin, tu vois, je sais pas trop, un joli canapé, un joli meuble ou quelque chose, un appareil qui te plaît. Tu as envie d'acheter l'appareil. Mais là, tu sais que le prix de l'appareil, là,
Ça va dépasser tes moyens parce que dans ton salaire de la fin du mois, tout est déjà calculé. Tout est déjà calculé. Il te reste au trop peut-être 150 euros comme ça de surplus. Maintenant, toi, tu vas acheter un appareil ou un article qui coûte plus de 150 euros, mais tu vas enlever l'argent là où pour acheter cet article? Tu as envie de prendre l'argent là où? La personne va se hâter de prendre un crédit. La personne va se hâter de prendre un crédit. Même en Afrique, tu sais que ton salaire va arriver à la fin du mois. Ton salaire ne suffira pas pour pouvoir non seulement couvrir déjà tes charges du mois, mais également acheter le truc en plus que tu as envie d'acheter là. Ça ne va pas suffire. Tu vas voir la personne s'arranger à prendre du crédit. Oh non, mon frère, comme tu me vois là, prête-moi un petit 50 000. J'ai envie de faire telle ou telle chose. Oh non, j'ai envie de faire ceci. Oh non, prête-moi un petit 200 000. Mais attends, honnêtement. Tu as un salaire, non? Si tu as envie d'acheter quelque chose, que tu te rends compte que à l'instant T, tu ne peux pas. Le salaire ne te permet pas. Fais une épargne pour ça. Fais une épargne. Par exemple, si ça coûte 200 000, tu te dis, bon, chaque fin du mois, je vais peut-être épargner 50 000. Au bout de 4 mois, j'aurai réuni les 200 000 et je pourrai acheter l'article que je veux acheter. C'est mieux de raisonner comme ça. C'est mieux. C'est nettement mieux. Au lieu d'aller perdre la face là-bas, quémander de l'argent, c'est quémander ça. Comportement de parvenu. Prendre les crédits, vivre au-dessus de tes moyens, soit disant, oh non, j'ai envie d'acheter ça, je vais te rembourser petit à petit. Non. Tu dois faire l'inverse. Au lieu de prendre le crédit là-bas avec ton frère ou ta soeur pour rembourser petit à petit. Au contraire même, tu dois te dire, bon, l'article que j'ai envie d'acheter coûte tant. Je mets telle somme de côté. Au bout de tel nombre de mois, je pourrais m'offrir cet article. C'est mieux. Tu gardes en crédibilité aux yeux des gens. Parce que s'il y a quelque chose encore que certaines personnes ne tiennent pas en compte, c'est que toi, à chaque fois, c'est tout le temps toi qui es en train d'aller demander à quelqu'un. C'est tout le temps toi qui es en train d'aller demander à quelqu'un. Mais si la personne ne te dit pas en face que toi, à un moment donné, tu me fatigues, à un moment donné, commence à devenir quelqu'un de responsable. Même si la personne ne te dit pas en face, mais la personne murmure. Il y a de fortes chances que la personne murmure quand tu n'es pas là, avec sa famille ou avec quelqu'un d'autre de la famille. Que, oh non, lui là, il passe son temps à venir me demander les crédits ici, là. Il passe son temps à venir me demander l'argent en longueur de temps. Il passe son temps comme ça, c'est-à-dire que toi, tu perds en crédibilité aux yeux des gens. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu perds ta dignité. Tu n'as plus aucune dignité parce que toi, voilà, quoi, tu es le moins cher de tout le monde, on te prend, ça fait rien parce qu'on connaît ta vie, en fait. On connaît le genre de vie que tu mènes et c'est pas bien. Ce n'est pas bien de se comporter comme ça. Ce n'est pas bien. Et à contrario, les pauvres, eux, contrairement à ce qu'on pense, les pauvres, eux, ils ont tout mais ils ne possèdent rien. Ils ont tout mais ils ne possèdent rien. Parce que les riches, c'est souvent... je vais parler des riches. Les riches, ils ont tout mais ils ne possèdent rien. Ils ont tout mais ils ne possèdent rien. Ce sont des chefs d'entreprise pour la majorité des cas. Ou à défaut de ça, ce sont des personnes comme par exemple les footballeurs. Tu vas penser qu'il a acheté l'argent, du moins la voiture avec son argent ou quoi que ce soit. Mais il est sûrement il a signé un partenariat quelque part. Avec Tesla ou avec que sais-je. Donc, lorsque le véhicule se rend dans le véhicule, et puis lui, c'est une forme de publicité qu'il est en train de faire. Et il a ce véhicule-là par le biais d'un contrat, par l'intermédiaire d'un contrat. Ou un chef d'entreprise, lui, c'est pas son propre argent qui a acheté la chose. Il a acheté la voiture, le véhicule, ou il a acheté le bien immobilier par l'intermédiaire de son entreprise. Il a acheté ça par l'intermédiaire de son entreprise. Ça veut dire que c'est au compte de son entreprise, c'est pas pour lui. Il roule le véhicule, mais c'est le véhicule de son entreprise. Maintenant, toi, tu vas voir le riche comme ça, tu vas mettre tes mains à la tête, tu vas commencer à gratter, tu vas dire, oh, le riche a acheté, vous voulez, je dois aussi acheter pour moi. Je pense qu'il a acheté ça en fonds propres, en temps, il n'a même pas acheté ça en fonds propres. Il n'a pas acheté ça en fonds propres, c'est sa société qui a acheté le véhicule pour lui et lui, il roule tout simplement à l'intérieur. Pareil pour les téléphones, pareil pour les biens immobiliers. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire quand tu es chez une entreprise. Il y en a pas mal. Maintenant, vous êtes là, vous voyez ça comme ça, le regard extérieur. Le regard extérieur, comme des maboules, vous vous levez, vous commencez maintenant à aller acheter des choses avec votre argent, vos petites économies, ton petit salaire là que tu dois même garder, économiser. D'avoir un fonds de sécurité quelque part, tu n'as pas parce que tout simplement tu veux vivre au-dessus de tes moyens. Parce que tu veux vivre au-dessus de tes moyens. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Bref, anyways, on va passer au prochain point. Donc le point 15. C'est le point 15 ou c'est le point 14? Non, c'est le point 15. Donc oui, le point 15, les pauvres parlent toujours beaucoup, sans rien mettre en œuvre. Trop de bavardage, mais aucune action. Tu vas écouter les pauvres. Tu vas les écouter. Oh non, j'ai envie de lancer tel projet. J'ai envie de construire telle maison. J'ai envie d'ouvrir une boutique là-bas. J'ai envie de faire ceci. C'est-à-dire que le pauvre, il va toujours être dans la spéculation, toujours en train de spéculer. Le pauvre, c'est celui qui a le plus grand sac à idées de tout le groupe. Toujours celui qui a les idées. Toujours celui qui a les idées. Mais aucune action. Zéro action. Que des idées, que du bavardage. Zéro action. Mais à un moment donné, ça sert à quoi? Mieux tu te tais.
Mieux tais-toi, au lieu de faire le bruit en longueur de journée, oh, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça fait combien d'années que tu dis la même chose, mais on ne voit jamais rien. On ne voit jamais rien. À contrario, les riches sont souvent très silencieux. Ils ne parlent pas beaucoup. Quand tu vois qu'ils parlent d'un projet, il faut savoir qu'ils parlent avec quelqu'un qui sait que la personne là peut apporter une plus-value à son projet. La personne là peut soit lui donner une connaissance, qui va lui permettre d'avoir l'avantage de peaufiner son projet. La personne là peut être un collaborateur, un investisseur pour le projet, pour la mise en place du projet. C'est-à-dire qu'il parle d'un projet avec des personnes stratégiques, des personnes spécifiques, qui sait que ces personnes-là peuvent apporter quelque chose à son business. Il ne va pas se mettre là, sur tous les coins de rue, dans tous les coins du quartier, en train de bavarder avec qui veut entendre. Oh non, j'ai tel projet à mettre en place. Oh non, j'ai tel projet à mettre en place. Ça va servir à quoi? Tandis que toi, tu vis là dans le même quartier avec une personne qui est riche. Tu ne vas jamais savoir que la personne a tel ou tel projet que la personne veut mettre en place. Tu découvres ça seulement que, donc le monsieur là même a une grande société comme ça. Tu ne savais même pas. Tu ne savais même pas. Parce que la personne n'en parle pas. Il est riche. Il a tellement de choses à faire. Il a tellement de choses à faire. Il n'a pas le temps. Il va même te parler de son projet par rapport à quoi? Tu apportes quelle P-value à son projet? Il n'a rien à te dire à ce propos. Il n'a rien à te dire à ce propos. Toi, tu traînes au quartier. Tu passes ton temps à faire du bavardage à longueur de temps. Tu traînes, tu racontes, tu fais du Congo, ça, n'importe comment. Lui, il a mieux à faire. Il n'a pas ce temps. Ils sont souvent très calmes, très souvent silencieux, des personnes tranquilles et très objectives, très concentrées dans leur vie. Très concentrées. Bref, on va continuer. Le 16e et le dernier point. Les pauvres aiment trop les distractions, les boîtes de nuit, les bars, etc., etc. Les pauvres aiment trop se distraire. Ils aiment trop se distraire. Tu vas les écouter le week-end. Oh non, pourquoi un samedi soir, je vais rester à la maison? Non, j'ai une semaine difficile, on a beaucoup de travail, on doit se lâcher. On doit s'amuser. On doit se lâcher un tout petit peu. Mais tu as fait quoi de ta semaine? Tu as fait quoi de ta semaine d'extraordinaire pour dire que tu vas aller te lâcher? Oh non, faut déstresser un peu. Faut déstresser un peu. La vie est simple, hein. Faut arrêter de... Faut enjoy un peu la vie. Il faut les voir chaque week-end dans les boîtes de nuit. Chaque week-end. Il n'y a pas un samedi soir où la personne n'est pas en boîte. On t'en aller ouvrir, péter les bouteilles de champagne, n'importe comment en disant bois. C'est-à-dire que toi, il n'y a pas un week-end qui passe sans que tu n'ailles boire quelque part. Il n'y a pas un week-end. Mentalité de pauvre. Mentalité de pauvre. Mentalité de pauvre. Tu vas très rarement voir les riches. Très rarement voir les riches. Je te parle des vrais riches, pas des riches gossips là, qui sont là sur les réseaux. Des riches gossips qui sont... Non, je te parle des vrais riches. Des entrepreneurs riches. Entrepreneurs à succès. Pas les stars qu'on voit là à la télé, n'importe comment, les chanteurs ou les footballeurs ou les quoi. Il y a beaucoup de footballeurs là, ils sont là. La richesse les a surpris. La richesse les a surpris. Ils ne savent même pas comment on fait pour créer de la richesse. Il y en a beaucoup. Il joue seulement à son ballon, on lui verse ses cachets chaque fin du mois, Il y en a beaucoup, même des footballeurs, au terme de leur carrière, se sont retrouvés complètement ruinés. Parce qu'ils ne savent pas en réalité comment est-ce qu'on crée de l'argent. Lui, il jouait tout simplement, lui donner de l'argent. À chaque fois, il avait beaucoup d'argent, mais il ne sait pas réellement comment est-ce qu'on fait pour créer de la richesse. Il ne connaît pas. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Ceux-là, c'est normal qu'ils s'en vont traîner dans les boîtes de nuit, péter des bouteilles de champagne, avoir de nombreuses conquêtes, les petites à gauche, les petites à... Ceux-là, c'est normal. Je te parle des entrepreneurs à succès, un entrepreneur qui connaît comment créer de la richesse, qui connaît comment est-ce qu'on met en place des projets économiquement rentables. C'est de ce dont je te parle. Quelqu'un qui a dû au moins gagner son argent, il va difficilement aller le claquer n'importe comment des autres. Contrairement à ce que les gens pensent que non, les riches dépensent beaucoup d'argent. Non, ils sont très stratégiques dans leurs dépenses. Ils sont très stratégiques dans leurs dépenses, les riches. Contrairement aux pauvres. Bref, je pense que ce podcast quand même, je vais quand même m'arrêter par là. Il est quand même assez lent. D'accord, il est assez lent, mais je trouvais quand même utile de faire ce podcast qui met en exergue le comportement, ou du moins les comportements des pauvres versus le comportement ou les comportements des riches dans la vie sociétale. Donc, si tu estimes que ce podcast t'a été bénéfique, t'a édifié, voilà. Si tu te rends compte que ce podcast t'a édifié, tu n'hésites pas à le partager à une personne qui a besoin de l'entendre également, qui pourra également être édifiée tout comme toi, d'accord? Autre chose, si vous avez des propositions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, que ce soit en vidéo ou en podcast, voilà, vous n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Maintenant, concernant tous les points qui ont été élaborés durant ce podcast, s'il y a un point qui vous parle particulièrement, n'hésitez pas à partager
une expérience, un fait vécu, une situation particulière, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Je lis tous les commentaires, je vois tous les commentaires également. Et autre chose, si vous avez des sujets particuliers que vous souhaitez qu'on aborde, que ce soit en vidéo ou en podcast, n'hésitez pas également à laisser ces propositions en commentaire, d'accord? Comme je disais tantôt en amont, je lis tous les commentaires, je réponds également aux commentaires, donc du coup, je prendrai note de vos différents sujets, les sujets ou les thématiques dont vous souhaitez qu'on puisse aborder dans les jours à venir. Sur ce, je vous souhaite un agréable dimanche parce que je suis en train de tourner ce podcast. On est dimanche en après-midi, d'accord? Et je sais pas, c'est peut-être lundi que je vais poster, sûrement lundi matin que je vais poster, bref. Lundi matin ou lundi soir, anyways. Dans tous les cas, c'est lundi que je vais poster ce podcast. Donc, n'hésitez pas à faire vos propositions en commentaire. Et puis, si j'estime que le sujet est pertinent, la thématique, elle est pertinente, on va l'aborder. Commentez, donnez vos propositions dans le respect, la courtoisie, s'il vous plaît. Pas d'écart de langage, pas de manque de respect. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec les points qui ont été énumérés dans ce podcast. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Tu as le droit d'avoir un avis contraire. Tu peux donner ton avis contraire. Il n'y a aucun souci. Mais l'essentiel, c'est que cela reste dans la politesse et la courtoisie. Si je vois un commentaire mal placé, déplacé, qui tend vers la sauvagerie ou le manque de respect, je bloque, je supprime. Oui, je bloque, je supprime. Je ne perds pas de temps avec. Je bloque, je supprime. Je prône ici la politesse, je prône ici la courtoisie. Je prône ici le respect mutuel des uns et des autres. Ok? Donc voilà, c'était un tout petit peu ça. Je vous souhaite un agréable dimanche après-midi et à très vite pour un prochain podcast. Soyez richement bénis.